Hello Cyril, hello Laurent, bienvenue à la Stammtisch. Désolé, semaine lémanique, déplacement à Lausanne et à Genève. Cette semaine, j'ai dû augmenter mes prix de 50%. Vous prenez quand même quelque chose? Comme dirait Gillian, ça me met en colère. Ouais, je te prends volontiers un cocktail Fabio, paraît qu'il est offert. La Stammtisch, proposée par le Journal du Jura. La Stammtisch, 11e tournée avec à l'aile droite. Laurent Kleissel, responsable des sports au Journal du Jura. À l'aile gauche. Cyril Pache, journaliste à Sport Center. Et au centre, moi-même, Lyndon Viglino, responsable de la fréquence francophone de Canal 3. Au menu cette semaine, il n'y a plus de ligne Artonice pour accompagner notre sauce à la rumeur et encore du pouliot. Peut-être pas pour longtemps et normalement on devrait bientôt servir du froid de veau. Toujours dans les plats principaux, je vous propose une petite double bubble. C'est une spécialité suisse, comme son nom l'indique. Et bien sûr, durant le fromage, on répondra aux questions qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux. Et en dessert, nous répondrons nous-mêmes au sondage lancé par la National League. Car pour les clubs et les dirigeants de la Ligue, l'avis des autres compte désormais, ou pas. Entrez seulement, prenez place, c'est parti pour la 11e tournée. Messieurs, mardi soir, Bienne a gagné contre Lausanne, victoire 3-2 des Célandais. Bienne va bien, 3 succès de suite. Et Cyril, lors du dernier épisode, t'avais dit ça. Après, le problème, je crois que c'est une équipe qui ressemble quand même de plus en plus à son entraîneur, quoi. C'est un peu plat, quoi. Laurent parle de changer quelque chose. Pour moi, c'est l'entraîneur qu'il faut changer bientôt. Tu retires ta remarque? Tu admires à nouveau Lars Leuenberger, Cyril? Alors écoutez, pour paraphraser l'estimé Klaus Saug, je m'incline, je me courbe aussi bas que mon vieux corps usé me le permet encore devant les performances de Lars Leuenberger. Donc oui, je retire, j'admets que j'ai eu tort sur toute la ligne et que Lars Leuenberger est un Meister-Trainer. Carrément. Cette fausse humilité me choque. Non, franchement, on a vu des belles choses. Moi, je suis impressionné qu'ils soient allés gagner 2 fois au Tessin, aller gagner à Lausanne, alors que moi, j'avais le sentiment qu'ils étaient vraiment bien partis pour entrer dans une dynamique négative. C'est une preuve de caractère, c'est une preuve de qualité. Après, à quel point c'est le mérite revient au coach, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, les joueurs ont fait le boulot et c'est vraiment une bonne chose. En tout cas, le coach, c'est lui qui a décidé de brasser les lignes, les trios d'attaque qui ont complètement changé ou presque. Il n'y avait plus qu'Unsley, Kunti, Brunner qui a été remplacé par Ugly et il a été mis, lui, dans le premier bloc aux côtés de Rayala et de Pouliot. Ça t'a convaincu, Laurent, ce brassage? Ouais, alors, je lisais aujourd'hui mon estimé confrère Cyril Pache sur le matin.ch qui développait une théorie comme quoi quand un coach brasse ses lignes, c'est que généralement il est proche du licenciement. Hein. Il parlait de Greg McTavish à Lausanne, je pense qu'on va en parler plus tard dans l'émission. Là, en l'occurrence, c'est des changements cosmétiques. Faut pas non plus chercher midi à 14h. Richie est blessé, il fallait un ailier à côté de Trayala et Pouliot. Et puis la ligne Artonice de nos amis zurichois la connaissait des ratés. Je pense pas que c'est quelque chose qui va s'ancrer sur la durée. Pour revenir aussi à ce que tu disais au tout début sur Lars Leuenberger. Contrairement à Cyril, moi je maintiens ce que j'ai dit lors de notre dernière Stammtisch, lors de notre dernier rendez-vous. Moi je disais que l'année prochaine, Lars Leuenberger sera vraisemblablement plus entraîneur du HC Bienne, mais il va le rester toute cette saison. Puis je maintiens cet avis-là. Donc peut-être qu'au début de saison prochaine, je devrais écrire aussi un petit texte pour, avec beaucoup d'humilité, m'incliner devant la réalité. Mais d'ailleurs, Laurent, pour encore une fois paraphraser l'estimé Klaus Saug, sais-tu ce qu'est actuellement le HC Bienne de Lars Leuenberger? Non, j'ai pas. Je suis titans, pas allé sur WhatsApp. C'est des titans. Des titans, c'est plus une équipe d'opérette. Et tu sais qu'est-ce qui est plus fort qu'un titan? Oui, on en avait parlé avec Klaus une fois parce que il faut pour les. Je vais te le dire, c'est un Léviathan. Un Léviathan, ouais, le Léviathan. Klaus Saug qui écrit sur la version alémanique de Watson
sous le nom de Icemeister, a ce tic, ça fait partie de sa marque de fabrique. Dans chaque article, il y a des titans. Donc, quand un joueur, Mathieu de Chantry était devenu un titan l'année passée, qu'est-ce qu'on l'a emmerdé. J'ai dit, maintenant, attention, c'est bon que tu peux arrêter, t'es un titan. Par contre, je dois quand même corriger un truc. Alors, j'ai pas écrit dans le matin aujourd'hui que quand un entraîneur commence à brasser ses lignes, qu'il va se faire licencier. Par contre, il y a eu un article très intéressant de mon ancien collègue Julien Callot, qui est maintenant à Watson, qui est paru encore aujourd'hui dans le journal 24 heures, où il cite, c'était un papier sur les chefs de presse qui racontent un petit peu leur rapport avec les équipes. Et il y a une citation d'un ancien chef de presse du Servette FC au foot. Et ce chef de presse dit, donc je cite, j'ai appris que lorsqu'un entraîneur se sent en danger, qu'il se met à brasser ses titulaires, qu'on sent qu'il cède à la panique, une brèche s'ouvre et c'est le point de non-retour assuré. Et là, je suis assez d'accord avec lui et je pense que c'est aussi valable pour le hockey. Voilà. Merci d'avoir précisé tes sources. Je vais juste mentionner les journaux qui t'emploient, c'est tout simplement ça. On a parlé 3 victoires de suite, Ambry, Lugano, Lausanne. La manière, elle était là, Laurent ? Contre Lausanne, c'était... Cyril pourra peut-être confirmer, c'était pas un super match. Hein. Alors, il y avait de la vitesse, parce que c'est deux équipes qui apprécient beaucoup le patinage. Bienne, j'ai trouvé par contre Bienne, c'était peut-être un soir comme ça, ces derniers temps Bienne n'était pas efficace, là il était diablement efficace. Les Célandais n'ont pas eu besoin de beaucoup d'opportunités pour marquer puis faire la différence. En troisième tiers, ils n'ont pas eu des montagnes d'occasions, ils ont marqué 3 buts, ils ont fait mal quand il fallait. Et ça, c'est, comme disait Cyril, c'est une preuve de caractère, quelque chose qu'on ne connaissait pas trop du côté des Célandais. La preuve peut-être qu'avec Lars Eulenberger, la mayonnaise a été très longue à prendre, mais qu'elle prend peut-être vraiment bien. Cyril, peut-être tu rebondiras sur cette remarque. C'est le fameux instinct de tueur dont tu parlais dans le JDJ qui était là. Ben, c'est Christian Kobi qui a écrit l'article où il parlait de l'instinct de tueur. Moi, je ne parlerai pas de l'instinct de tueur, je parlerai plutôt de saisir sa chance et d'opportunité. C'est pas une révolution d'avoir gagné contre Lausanne mardi, parce que Lausanne n'est pas dans une bonne passe. On l'a très bien vu, il suffit d'une petite opportunité, d'une petite faille, et puis hop, Malguin marque alors que Lausanne était en infériorité numérique. Donc, il faut aussi relativiser la portée de cette victoire. Non, moi, j'ai beaucoup aimé Joren van Pottelberg. J'ai trouvé qu'il a été très sûr de lui. Et voilà, il a fait les arrêts importants au bon moment. Et puis, c'est un peu sa performance que moi, je retiens au-delà justement de cette marque de caractère d'une équipe qui gagne quand même 3 matchs de suite, alors que ça allait pas aussi bien que ça il y a tout juste 2 semaines. Bon, il faut aussi relativiser, hein, le match, le point perdu à Ambry, Bienne n'a pas fait preuve du tout de caractère, bien au contraire. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'arrogance dans le jeu biennois. On mène 2-0, on a des powerplays, c'est pas grave si on marque pas, de toute façon on va gagner ce match. Et puis Ambry, il n'y a pas que des qualités dans cette équipe, hein, ça joue sec, ça joue rude, c'est du jeu emmerdant, quoi. Il faut dire ce qui est. Et les Célandais sont fait complètement avoir. Là, ils ont clairement perdu 1 point. Donc, il faut aussi rappeler que même s'il y a 3 victoires sur la route, ok, il faut aussi quand même dire il y a 1 point de perdu surtout. Bah alors là, du coup, le Eulenberger, il est bon ou pas? Enfin, c'est un Meister-trainer ou pas alors? Il était énervé après le match contre Ambry, donc c'est la preuve de son caractère. On fait une petite parenthèse, évidemment. On s'intéresse surtout au HC Bienne, mais sur Lausanne. Cyril, je crois que ça donne sur les 10 derniers matchs 7 défaites. Quel est le problème à Lausanne ? Ils sont dans une dynamique qui est vraiment assez bizarre, je dois dire. Quand on parle aux joueurs, enfin, j'ai entendu une ou deux interviews après des matchs. Je me suis dit, c'est un peu bizarre ce qu'ils disent. Inconsciemment, on commence un petit peu à pointer du doigt les coéquipiers en disant ouais, ce serait quand même bien. Mais c'était Tim Boson il y a quelques temps qui disait ce serait quand même bien qu'on ait 4 blocs compétitifs ou qui tiennent la route. Et puis d'un côté, c'est pas méchant, il a pas tort, mais je trouve un petit peu que c'est un peu dérangeant comme c'est quand même dans une équipe. Après, il y a des individualités. C'est un groupe qui repose actuellement beaucoup sur ses individualités.
Denis Malguin, tout ce qu'il fait, c'est il prend le puck, il traverse toute la patinoire. Alors il est pas en réussite, donc il manque ses trucs. Voilà, Christophe Berchi, la même chose. Lui, il va un peu mieux. Il a un peu plus marqué ces derniers temps, mais c'est quand même, c'est plus le collectif du début de saison qui ressort, mais c'est plus les individualités qui essayent de sauver la baraque à eux seuls. Et même mardi soir, Boson a été interviewé par MySports. C'est très très cash dans l'interview. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. En gros, il dit on n'a pas joué pendant 2 tiers, puis il a fallu qu'on se dise les choses dans le vestiaire. Et c'est très très surprenant d'entendre ça, une interview d'après-match, mais on verra comment ça va passer dans le vestiaire. L'entraîneur lausannois, il est en danger, Cyril? Alors là, je pense que oui, parce que ça fait quand même, sur les 10 derniers matchs, ils en ont gagné que 3. Ces derniers, à Genève, dimanche, ils étaient inexistants. Ils se sont vraiment fait marcher dessus. Il faut, excuse-moi Cyril, il faut aussi souligner un peu l'attitude de Denis Malguin à Genève, qui a enchaîné des pénalités, puis qui a coûté le match. Il a gagné beaucoup de matchs pour Lausanne, mais là, il a clairement coûté le match au LHC contre Genève. Alors, ouais, pour une fois, il a coûté un match. C'est vrai que c'est quand même un joueur qui a complètement transformé le LHC, parce que depuis son arrivée, c'est vrai que son arrivée a coïncidé avec la montée en puissance de l'équipe. Donc, c'est vrai que bon, pour un match où il passe au travers, on va pas non plus, lui tirer dessus pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans cette équipe au niveau de la discipline ces derniers temps qui sont surprenantes, et puis ça montre aussi peut-être que l'entraîneur perd un petit peu quand même son influence sur le groupe. On parle du LHC, on parle de Bienne. Répondons tout de suite à des questions de nos auditeurs. Questions de Claude Alain Moy et de Fabien Chalande sur Facebook. Parlons des rumeurs. Je dis ce mot pour toi, Laurent, rumeur. Tu sais ce que je pense de ce mot? Oui. Quand tu étais jeune journaliste dans la rédaction, combien de fois je t'ai tapé sur les doigts quand tu arrivais avec tes rumeurs? C'est une rumeur, l'arrivée d'Étienne Froidevaux à Bienne. Étienne Froidevaux qui a fait 4 saisons en tant qu'assistant, 2 en tant que capitaine au LHC, qui est une des victimes du hockey business de cette saison à Lausanne. En gros, on lui a dit tu peux partir, tu peux aller voir ailleurs. Hier soir, il a joué au centre du 4e bloc. Et avant de parler de son profil et du joueur, Froidevaux à Bienne, c'est fondé. Laurent, t'en as parlé avec Steinegger? J'en ai parlé avec Steinegger, je voulais aussi parler avec Grégory Beau, notre collègue de Cyril au Sport Center, qu'on salue bien, nos amis de Colfac. J'ai discuté avec Grégory, Cyril me confirmera, c'est vrai qu'il est dans l'actualité là, des petites news concernant le sport lémanique, il est très pointu. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui est, à mon avis, qui est signé. Sauf que c'est pas encore annoncé, ou bien peut-être pas encore signé, mais tous les deux parties se sont mis d'accord. Parce que la discussion que j'ai eue avec Steinegger, d'abord, il y a toujours cette communication impérative du côté de HC Bienne. On ne commente pas des bruits de coulisses, on ne commente pas des rumeurs, on ne commente pas ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, Internet, etc. Mais après, quand j'ai parlé d'Étienne Froidevaux avec Martin Steinegger, il a beaucoup développé, il a préparé le terrain, on va dire. C'est un directeur sportif qui préparait le terrain à l'annonce d'une future arrivée. Après, je pense que c'est un excellent choix du HC Bienne, parce que Étienne Froidevaux, à mon avis, est sous-utilisé, sous-exploité à Lausanne. C'est un joueur qui a davantage de qualité que sorte du 4e bloc. Et c'est un peu dans le caractère style de joueur, un peu un Emmanuel Peter, c'est-à-dire un centre très consciencieux défensivement, très professionnel. Comme l'a souligné Martin Steinegger, il a un rôle peu en vue, mais tout d'un coup, quand il se retrouve dans des meilleures situations, des meilleures positions de l'alignement, il assume. C'est une preuve de professionnalisme. C'est un gars qui pourrait assez vite se retrouver avec un A sur le maillot, même durant sa première saison, s'il vient à Bienne. Je l'espère qu'il vienne à Bienne, parce que à HC Bienne, pour le moment, il y a Luca Conti comme centre pour la saison prochaine. Il faut pas oublier ça. Il y aura peut-être Pouliot, on ne sait pas, des étrangers, voilà. Mais il y a quand même Fuchs qui part, Gustafsson. Ce serait étonnant qu'il soit prolongé. Donc, il faut chercher des centres. Et puis, je pense que sur le marché actuel, c'est une très bonne pioche. C'est ton avis aussi, Cyril? Étienne Froidevaux qui aura 32 ans la semaine prochaine. Il a encore de belles saisons devant lui. Oui, moi je pense aussi, si on considère qu'il va remplacer Gustafsson, franchement, c'est une amélioration de 100% à mes yeux à ce poste-là de centre, quoi. Enfin,
Voilà, Étienne, c'est déjà un gars qui a un super caractère, qu'il a vécu à Lausanne en début de saison. Franchement, c'est pas facile. Ils lui ont dit qu'il pouvait se casser du jour au lendemain. Et puis finalement, il s'est quand même accroché. Chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il a quand même fait ses matchs. Là, ces derniers temps, il est vraiment, il joue vraiment bien. C'est un gars qui est capable de marquer des buts. D'ailleurs, au début, c'est un des derniers monuments du LHC de l'après-promotion en 2013, si je me trompe pas, avec Genadzi et Antonietti. C'est un des 3 derniers qui restent. Et lui, dans les premières années du retour en Liga, c'était un des joueurs phares de l'équipe, un joueur offensif. Et puis par la suite, c'est vrai qu'il a signé un gros contrat de je sais plus, c'était je crois 4 ans. Il a signé un gros contrat et puis par la suite, ça s'est un peu moins bien passé avec certains entraîneurs. Avec un gros salaire. Hein. Voilà. Avec un gros salaire. Oui, quand je dis gros contrat, je pensais à un gros salaire en fait. Et voilà, après son rendement offensif était plus vraiment en adéquation avec son contrat et puis ça l'a aussi un peu desservi, je pense. Mais c'est vraiment un super caractère, un bon joueur qui a encore de bonnes années devant lui. Il a 31 ans, je crois. Ouais, il aura 32, ouais. 32, ouais. Donc non, il est bien, il est fit et tout. Et puis moi, j'ai une petite pensée aussi pour son père que je croisais souvent dans le train, qui venait toujours voir ses matchs à l'époque où il y avait encore des gens dans les patinoires, mais qui faisaient le trajet. Je sais plus où ils sont installés, entre Bienne et Berne quelque part, je crois. Et une fois, j'avais discuté avec lui, puis c'est un fou de musique, en fait. J'ai hâte de faire sa connaissance. Voilà. De rock, hein, je crois, tu m'as dit. Hein. Ouais, alors je sais plus exactement dans les détails, mais c'est vraiment la musique, il adore ça. Il a transmis aussi cette passion à son fils. Et puis, je pense que Laurent va très bien s'entendre avec lui et qu'il aura de quoi parler musique pendant de longues heures. On fera l'interview. S'il vient chez nous, je promets s'il vient à Bienne, je promets qu'il fait sa première interview dans mon bureau au sous-sol où c'est que j'ai un mur de CD. L'autre rumeur, c'est le départ de Pouliot pour Genève. Selon, on a cité des confrères tout à l'heure, un autre confrère, Stéphane Rochette, dans le très bon back-check de mardi soir, ce ne serait qu'une rumeur. Pourquoi pas lancée par son agent pour jouer la surenchère? Laurent, je reviens vers toi. Fondé ou pas? Alors, je suis 100% d'accord avec Stéphane Rochette parce que j'ai un peu l'impression qu'on essaie d'un peu faire mousser autour de Pouliot. Du côté de Steinegger, il m'a dit, alors de ce côté-là, c'est calme plat, il n'y a rien il y a aucune vague, quoi. En plus, les étrangers, c'est rare, c'est très très rare qu'on signe déjà des étrangers au mois de mars, à moins que ça soit Pouliot, s'il avait l'assurance d'avoir son passeport suisse au mois de septembre et puis qu'il avait déjà 45 points au compteur, je dis pas, mais là, le Pouliot qu'on voit maintenant, c'est pas un étranger qu'on va chercher au mois de mars. C'est peut-être l'étranger qu'on peut aller chercher au mois d'août, début septembre, si on a un gars qui se blesse, un importé qui se blesse ou comme ça, mais pas le Pouliot actuel, je le vois pas courtisé, parce que surtout, son passeport suisse il devrait pas arriver cette année. S'il arrive cette année, c'est on va dire une bonne surprise, ce serait plutôt au début de l'année prochaine. Donc il aura quand même la majeure partie de la saison prochaine comme étranger. Et puis Steinegger m'a dit il y a quelques semaines que comme étranger, il le signe volontiers. Donc à mon avis, c'est un peu de l'intox. Alors après, bon voilà quoi, Genève... Ce qui se passe dans les méandres, dans les coulisses à Genève, voilà quoi. Parfois c'est insondable, donc pourquoi pas, mais j'y crois pas trop non plus. Non, moi je pense aussi que j'ai de la peine à le voir partir. J'ai l'impression qu'il fait partie un peu des meubles ici. Après, s'il réussit à doubler son salaire ailleurs, bah tant mieux pour lui. Ça m'étonnerait un petit peu quand même, parce qu'il faut quand même admettre que voilà, qu'il est quand même un peu sur le déclin. Je pense qu'il a une bonne position à Bienne où on lui pardonne quand même beaucoup de choses. Moi, c'est un joueur quand même que j'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'on n'est jamais trop déçu avec lui. Alors, il y a toujours un peu des pénalités des fois, ou de temps en temps un match où il est un peu moins dedans, mais c'est un peu normal avec le temps quand même. Et je pense qu'il a tout pour être heureux à Bienne. Après, pourquoi partir, quoi, j'imagine pour gagner plus d'argent, mais dans la situation actuelle, j'ai de la peine à croire qu'on puisse gagner beaucoup plus d'argent actuellement. Et comme l'a dit Laurent, je pense aussi que c'est les agents qui font mousser pour. C'est facile, hein, vous savez, vous glissez des noms, ça se fait un peu partout, hein.
glisser le nom de il va partir ici et puis les rumeurs sont parties. Donc pour moi, de nouveau, oui, c'est un agent qui fait mousser et puis ça vaut pas grand-chose. Oui, et puis il faut pas oublier que Pouliot a marié une Zélandaise, que sa belle famille a installée ici. C'est quand même une plus-value d'avoir une attache familiale, une attache, les proches tout près. C'est pas, partir à Genève, c'est quand même, c'est pas aller à Fribourg, à Langnau ou à Lausanne, ou à Berne. Là, il y a du déménagement, il y a la vie qui s'installe autrement. Donc, il a des enfants aussi. Donc, et puis aussi, ce que tu as, c'est que tu as beaucoup plus de sécurité à Bienne. Je pense que Steinegger et Pouliot ont une relation qui fait que il pourra jouer, je sais pas combien encore d'années à Bienne, mais il peut s'imaginer rester encore assez longtemps. À Genève, c'est quand même... c'est la sécurité de l'emploi sera moins grande pour lui. Voilà. C'est vrai que Pouliot avec une licence suisse, il a encore quelques années, même s'il a bien ralenti ces dernières années, on va dire cette saison surtout, il a quand même le potentiel pour encore quelques belles saisons devant lui, quoi. On voulait parler d'une nouvelle aussi qui est tombée cette semaine, c'est la Ligue qui a dévoilé son plan pour les playoffs, plan présenté aux médecins cantonaux, le principe double bubble, la double bulle, une bulle sport, une bulle domicile. Donc en résumé, le joueur il va à la patinoire, il s'entraîne, il joue, il va chez lui, puis c'est tout. Il fait pas de course, il va pas visiter sa tante alcoolique ou son oncle raciste. C'est un concept qui est pas... C'est du vécu Absolument pas, non. C'est un concept pas révolutionnaire, mais apparemment ça pourrait éviter les mises en quarantaine de toute une équipe. Si un joueur serait testé positif, ce serait lui qui serait juste écarté. Ça vous semble cohérent, positif ce concept, Cyril? Alors, attends, il faut poser la question différemment, Cyril. Tu poses, toi joueur, hein. Imagine-toi là quand tu étais fort là au début des années 2000. À Joie, la demi-finale, etc. Tu te serais imaginé pendant un mois faire maison, patinoire, et garder la même motivation et la même qualité de hockey. Bien sûr, Laurent. Sans aucun problème. Grand professionnel que tu étais. Non, oui, la bulle sport, ok. La bulle domicile, j'ai un peu de la peine à y croire, quoi. Ça veut dire que tu vas plus jamais faire de course ou enfin tu sors plus de chez toi, quoi. Ouais. Donc non, j'y crois pas, la bulle. Enfin ça ressemble un petit peu quand même à ce qui s'est fait durant cette saison où on demandait quand même un peu aux joueurs de faire preuve de bon sens, on va dire. Et puis là, je pense qu'en play-off, il faudra faire encore plus preuve de bon sens et puis essayer de limiter les contacts hors domicile ou hors famille, mais dans la pratique, je pense que c'est un peu difficile à mettre en place, quoi. On va directement passer, si vous le voulez bien, aux questions, aux nombreuses questions posées par les auditeurs, sur Facebook notamment. On va commencer avec Jérémy Abeguer, qui dit avoir entendu sur MySports et seulement sur MySports que Antti Törmänen ne reviendrait pas derrière le banc, c'est sûr. Rumeur, Lindon, je t'ai dit, arrête. Ce n'est pas de moi tout ce que je dis, je rapporte des propos des réseaux sociaux. Là, 2022-2023, donc en résumé, on ne le verra pas, c'est sûr, la saison prochaine. C'est qui la rumeur là? Non, alors c'est marrant parce que j'en ai parlé à Stéphane Rochette quand je l'ai croisé au match à Genève, et je lui ai dit, on parlait justement de, je sais plus, de l'entraîneur. C'est pas la source. Non. Dans la discussion, je lui ai dit, mais j'imagine bien que Bienne et Törmänen, ils ont déjà dû... ils savent très bien ce qui va se passer l'année prochaine, que ce soit... ils ont déjà des plans. C'est pas forcément comme ils communiquent vers l'extérieur. Je pense que eux ont d'autres discussions en fonction de l'évolution de la santé de Törmänen. Après, je sais pas qu'est-ce qui se dit, mais... Je pense qu'ils savent très bien qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine. Après, donc la rumeur, pour reprendre ce terme que tu affectionnes tant, c'est la saison d'après, donc 2022-2023, pas avant, quoi. Voilà. Alors je sais pas, j'ai beaucoup de respect pour Stéphane Rochette, d'ailleurs je suis d'accord avec lui sur le cas de Pouliot, mais je crois qu'il n'est pas docteur, Stéphane Rochette, il a beaucoup de qualités, mais je crois que la médecine ne fait pas partie de son background et de son bagage. Quelqu'un qui revient d'un cancer, c'est très difficile de faire des plans. Donc, dire qu'il ne reviendra pas la saison prochaine,
J'en sais rien. Stéphane Rochette n'en sait rien du tout. Et puis s'il ne revient pas la saison prochaine, la suivante, c'est celle de 22-23. Donc franchement, Andy Tormenon, en fait, il faut y foutre la paix, quoi. Il faut le laisser se remettre de son cancer. Lui m'a dit qu'il doit se remettre mentalement, surtout. Que c'est une épreuve, c'est pas... Il y a quelque chose pendant plusieurs mois, il y a un ennemi qui est dans son corps, qu'on ne peut pas gérer. C'est une épreuve mentale aussi, même si le côté physique, pour le moment, il l'a dompté, mais il est en rémission, hein, il n'est pas guéri encore. Donc, Antti Tormenon prend beaucoup de pincettes pour parler de son avenir. Lui, il est encore focalisé sur sa santé, sur sa famille, et puis le sport, c'est vraiment, pour le moment, c'est le cadet de ses soucis. Alors, non, mais en partant du principe qu'il sera pas apte l'année prochaine, tu peux pas non plus après aller engager un entraîneur et puis lui dire bon, on t'engage, mais tu sauras que dans la saison suivante, il y a de nouveau Antti qui revient, quoi, tu vois. ben, ça va pas se passer comme ça. Voilà, hein. mais c'est ça, va tu se peux passer pas le comme faire, ça. tu vois. C'est puis aussi t'as toujours t'as toujours tu peux avoir une rechute en milieu de saison. C'est délicat. Ça c'est pas là on n'est plus dans le domaine de la rumeur, du sport, du business. C'est simplement la santé, puis c'est le combat d'un homme. Donc moi ça me saoule presque un petit peu de parler de ça, quoi. Il faut lui foutre la paix. S'il revient l'année prochaine, tant mieux. S'il revient l'année d'après, tant mieux. S'il revient en 2032, tant mieux. Je souhaite le meilleur. Moi, j'adorerais voir Antti Tormenon à la bande l'année prochaine au HC Bienne. C'est mon point de vue personnel, mais ça va. J'y crois pas trop. Donc, laissons-le se remettre tranquillement. Et salutations à Stéphane Rochette. T'y crois pas parce que t'es médecin? Comment? Non, je t'embête. Est-ce que j'ai pas compris la Je te question? demandais si tu croyais pas parce que t'es médecin puis que Non, tu savais. non, du tout. On va passer à une question originale. Allez, dans un tout autre sujet. Question de Fab qui demande quelle serait la meilleure place pour le HC Bienne en fin de saison. Play-off ou bien un petit lancement en pré-playoff? Cyril, je la pose un peu autrement. Les pré-playoffs, c'est à éviter à tout prix. Une série au meilleur des 3 matchs, faut éviter. Alors, faut être vraiment très sûr de soi pour vouloir se lancer d'abord dans des pré-playoffs. Après, avec un Meister-trainer, tout est... Oui. Plus Quand on est des titans... motivé en tombant contre Berne, par exemple. Voilà. Non, je pense que pour Bienne, évidemment que c'est mieux de partir dans le top 6 et puis de s'éviter les tracasseries d'une série en plus au meilleur des 3 matchs où ça peut quand même très vite être bouclé, hein, d'un côté comme de l'autre. Une question de Lucas Faton, je ne sais pas si vous avez une explication à ça, mais il demande très simplement pourquoi Bienne encaisse tant de buts à 5 contre 4 ? Car oui, Bienne est 3e en termes de buts marqués en powerplay, mais aussi 3e en termes de buts encaissés en powerplay. 7 buts encaissés, c'est beaucoup. Le dernier, c'était mardi soir à Lausanne. On peut l'expliquer, ça? Vous avez une idée? Bah écoute, quand tu mets en powerplay du Yannick Erotic Radgeb, du Brunner, du Kunti, alors, quand ils sont à 5 contre 5 et puis qu'en face, il faut faire attention parce qu'ils peuvent se prendre en contre et tout ça, il y a quand même une certaine rigueur. Mais quand c'est un peu comme si tu as un chien de chasse, t'as la laisse et puis que tu lâches la laisse. Il part tout seul, hein. Tu peux courir 3 km pour le retrouver. Mais c'est un peu ça. Le powerplay avec certains joueurs, c'est comme si on leur enlevait la laisse. Et puis, il y a une mentalité, il y a une manière de penser qui est beaucoup trop offensive, qui fait que, ben voilà, c'est trop risqué. Mais c'est même pas dans le jeu en lui-même, c'est l'état d'esprit. Non, mais il y a aussi un truc tout con, c'est qu'en powerplay, dès le moment où tu perds le puck, souvent, tu t'es pas programmé dans ta tête pour essayer de le récupérer tout de suite. Tu te dis, il y a pas vraiment de danger, on est un de plus, tu vois. Et tu fais moins d'efforts et du coup, contre une équipe qui est un peu habile, qui va vite en contre-attaque, tu peux vite te faire avoir. Oui, en plus avec des joueurs qui font pas forcément déjà à la base l'effort défensif, ouais. T'enlèves encore l'instinct, le peu d'instinct qui leur reste, ben voilà quoi. Je me rends actuellement sur notre page Facebook pour voir si je n'ai rien oublié. Il y en a encore 2. La première, Cédric Pernou. Désolé, hein, mais je crois qu'on est toujours dans le thème de la rumeur, je ne sais pas. Salut les gars, qu'est-ce que vous pensez de la reprise du contrat de Brodin par Bienne la saison prochaine? C'est fait. On nous a rien dit. Ah là, ils sont bien. Non, mais Brodin, on en a parlé dans un autre épisode. Oui. Alors moi, j'aime beaucoup, je vois ça assez souvent quand même Fribourg là, et j'aime beaucoup Brodin. Cette année, il joue très peu.
c'est vrai que Fribourg a 5 étrangers de très bon niveau, mais c'est vrai que si Steinegger pouvait essayer de le récupérer, je pense que ce serait vraiment une bonne pioche pour le HC Bienne. La dernière question, ça concerne les juniors élites avec Théo Beglieri, le capitaine des juniors élites biennois, 41 matchs, 47 points. Respect, il a que 19 ans, donc il a encore seulement 32 ans à jouer en junior, selon les rumeurs actuelles qui circulent sur Internet. Non, sérieusement, Théo Beglieri, c'est le futur Gaëtan Haas. Cyril ? Alors, malheureusement, non. Mais par contre, ça peut quand même donner un bon joueur de National League, pourquoi pas, j'espère pour lui. Moi, je l'ai vu jouer 1 ou 2 fois avec les élites. C'est vrai que c'est un joueur qui m'a bien plu. C'est un puncher, un gars qui y va, qui est engagé et tout. D'après mes souvenirs, il a un bon gabarit. Après, c'est possible que quand je l'ai vu jouer, il y avait la différence d'âge où il était peut-être un peu plus âgé que la plupart, mais en tout cas, ouais, c'est un joueur qui a du potentiel et surtout, il a fait une très très grosse progression en tout cas au niveau statistique, entre la saison dernière et cette saison, qui est assez impressionnante. Je pense que Laurent, qui a parlé justement de son cas, pourra plus en dire. Justement, il y a Laurent Petita qui prépare un article pour le journal du Jura de vendredi sur le cas de Théo, vous me rappelez le Beglieri, qui est le Tramelot, faut pas oublier, Tramelan, formé au HC Tramelan à la base. En fait, ce que disait Steinegger en très résumé, c'est que c'est un joueur qui a une progression très lente, mais sûre. Il progresse, il va vraiment étape par étape, et puis qu'il croit à son potentiel. Mais il pense que de le mettre dans le contexte et le contingent élargi et le contexte d'une équipe de National League, c'est encore trop tôt. Donc, mais c'est un joueur qu'il a dans son viseur, il a des plans pour lui, il a des projets de carrière pour lui. Donc, c'est pas parce qu'il n'est pas encore dans le giron de la première équipe qu'il est oublié, quoi. Avec Martin Steinegger, il a tout cas assez réfléchi pour ses. J'espère qu'il réfléchira quand même un peu mieux que sur le cas Emilius Krakauskas à l'époque. Oui, parce alors, que c'est un joueur qui je l'ai vu souvent ces derniers temps avec Lausanne, et franchement, alors un joueur comme ça, bien, il aurait fait du bien cette saison, parce que c'est un immense puncher, il a peur de rien, il est pas si maladroit que ça, il est rapide. Il a un bon gabarit, franchement, il a beaucoup de qualité, et pour ceux qui s'en souviennent pas, il a quand même fait ses juniors à Bienne. Alors, je me souviens plus s'il avait joué quelques matchs avec la première équipe. Alors, il a joué son premier match en National League, c'est assez étonnant. C'était le premier joueur étranger lituanien qui posait le patin C'était un match à Lausanne, d'ailleurs, je me souviens, dans le Vieux-Malais. Tu étais là, Lindo? Oui, je l'avais interviewé. On avait discuté avec lui après le match. Il avait joué son premier match en National League en tant que joueur étranger, parce qu'il y avait un joueur étranger du HC Bienne qui était blessé, puis il avait été appelé pour un match. Alors, Emilius Krakauskas, comme c'est un sujet de discussion avec Cyril, comme j'ai Martin Steinegger juste derrière moi au match mardi contre Lausanne, on a parlé de son cas. Il n'a pas fait un très grand match d'ailleurs mardi. Krakauskas, pas Martin Steinegger. On a parlé de son cas, puis ce qu'il m'a dit, c'est que quand il est sorti des juniors, il stagnait un petit peu au niveau de la progression. Il m'a dit, il savait pas trop où le situer, s'il était déjà fait puis qu'il progresserait pas. Puis c'est là que Cloton est venu avec un contrat professionnel, et puis que Krakauskas est parti à Cloton, et puis qu'il a lancé sa carrière. Donc, comme quoi, même Martin Steinegger se trompe, ça lui donne un petit côté humain. Voilà. Oui. Ouais. Pour la suite de cette 11e tournée, on va beaucoup parler des réformes annoncées de la National League. Et d'ailleurs, jeudi dernier, la National League s'est fendue d'un communiqué annonçant le report à cet été de ces réformes. La Stammtisch vous propose un minutieux décryptage de ce texte. Le projet de réforme de la Ligue a fait l'objet de débats très émotionnels ces dernières semaines. Les responsables ne sont malheureusement pas parvenus à exposer leurs arguments de manière limpide. Le projet de réforme de la Ligue ne vous concerne pas, chères clientes et chers clients. Pourquoi nous fatiguer avec vos sempiternels commentaires ? Vous n'avez pas voulu comprendre nos arguments, pourtant exposés de manière tellement limpide, bande de benets.
Et Bennett. Le conseil d'administration de la National League SA est conscient du rôle essentiel des joueurs et reconnaît l'association des joueurs, SIHPU, comme partenaire important en vue du développement commun de la National League. Le conseil d'administration de la National League SA n'a rien à péter de ce que pensent les joueurs. Et s'il faut reconnaître leur syndicat d'opérette pour les calmer en vue de notre développement unilatéral à nous-mêmes, on va bien faire semblant. La mise en œuvre des dispositions de la Confédération relatives aux aides financières s'avère très difficile. La direction de la Ligue espère obtenir un ajustement des conditions, ce qui permettrait à tous les clubs de bénéficier des aides financières tout en étant en mesure de respecter au mieux les contrats. Pour qui se prend ce conseil fédéral qui veut nous imposer des règles et nous mettre sur la paille? Ne soyons pas les moutons de l'islamo-gauchisme. Que ces conseillers fédéraux se taisent et nous versent l'argent du contribuable qui nous est dû. Nous, on fait du business, on ne cultive pas des fraises en forêt. L'objectif est d'intégrer toutes les parties prenantes de la National League, joueurs, supporters, sponsors, donateurs, médias, etc., dans la construction de l'avenir. Sous le titre de travail Votre Ligue, tous les intéressés ont la possibilité de s'exprimer. Malgré tout, l'objectif reste de vous plumer. Non pas cette saison, au doux retour du printemps, mais à l'été venu, quelque part entre l'Euro, les Jeux Olympiques et les vacances estivales que vous aurez tant mérité. Chères clientes et chers clients, une dernière requête, car votre avis compte. Aidez-nous généreusement à récolter un maximum de données sur vos habitudes de consommation, afin que nous puissions encore davantage vous plumer très profondément. Il est essentiel que vous répondiez à notre sondage en ligne afin que les décisions que nous avons déjà prises unilatéralement avec nous-mêmes ne vous fassent pas trop mal au postérieur. En résumé, fuck you! Fuck you! Messieurs, on va rester sur le même thème, sur ces réformes. Les dirigeants de la Ligue et les clubs ont décidé aussi de lancer un sondage dédié aux fans. On en a brièvement parlé. Il y a des questions très intéressantes et je vais juste déverrouiller mon téléphone pour arriver sur ce sondage, sur cette enquête. Il est écrit dans cette enquête, d'abord en préambule, ils expliquent en gros qu'est-ce que ce sera ces réformes, et il y a marqué par conséquent, les résultats de ce sondage ne sont pas destinés à remettre fondamentalement en question les modifications prévues dans le projet de réforme. Nous pouvons néanmoins l'assurer que les résultats ainsi que d'autres facteurs alimenteront dans tous les cas les débats et les prises de décision de la National League. On est d'accord, en résumé, c'est artificiel, au fond, ils en ont rien à foutre de l'avis des fans, mais pour calmer les esprits, pour faire genre, il y a un sondage. Moi, je trouve que c'est une très belle opération de communication. Tout le monde est, la semaine passée, loué l'ouverture des clubs de National League, mais en fait, ils étaient nuls question com, puis ils ont un peu rattrapé le coup. C'est faire croire aux gens qu'on s'intéresse à eux, faire croire aux clients qu'on s'intéresse à eux, mais je pense en bout de course, ça va absolument rien changer. C'est surtout une belle récolte de données. Ce sondage me paraît être une belle récolte de données pour ajuster le management et le business des clubs sur les jours, les heures, etc. Je pense qu'on va peut-être en parler un peu plus tard. Oui, exactement. On va remplir ce sondage. Vous l'avez rempli personnellement, Cyril ? Alors non, j'ai pas eu le courage de me lancer dans ce sondage, mais j'ai hâte de le découvrir. Eh bien, on va faire ça. On va passer l'intro, on va répondre à la première question par non. Allons directement au sondage. C'est fait et on est passé au sondage. On va pas le valider en toute fin, mais on va le remplir comme si je suis supporter, joueur, fonctionnaire, sponsor, journaliste ou bien amateur de hockey. On va mettre journaliste et passer à la suite. Notre club préféré, messieurs, c'est quoi ? C'est bien, hein, Montréal. Allez, alors on va mettre bien et on va passer au vrai sondage. C'est parti. Il y a marqué, je vous lis ce qui a marqué sur mon écran, train de réforme, taille de la Ligue, mode de jeu et appartenance à la Ligue à partir de la saison 2022-2023. C'est parti avec la question, selon toi, il nous tutoie. Ah, tu les connais, mais... Non, je me sens un peu agressé. Quel est le nombre de clubs idéal pour la National League ? 10, 12, 14 ou bien je suis indécis ? Votre nombre idéal? Moi, je pensais 13, c'est dommage. Allez, je suis indécis, moi. Indécis? Non, tu laisses 12, juste pour ouais. les 12. Ouais, faut pas... 14, c'est pas bien pour vous d'agrandir la Ligue?
Non, alors moi, ça me plairait bien, hein, franchement, une ou deux équipes en plus après. Quand tu rajoutes Cloton, le projet Sierrois. Voilà, ouais, ça pourrait être sympa. Hein, si c'est des projets qui tiennent la route, pourquoi pas. Ok. Ouais, dans le contexte actuel, à part Cloton, je vois pas quelle équipe sur le long terme. Hein, je dis pas qu'Ajoie ne pourrait pas monter en National League puis faire 1, 2, 3 saisons, mais je dis s'installer sur le long terme en National League, à part Cloton, actuellement, je vois pas d'autres. Donc, il n'y a pas 13. Donc On va mettre 12. 12. La promotion-relégation sportive, en complément aux conditions existantes telles que l'infrastructure, la relève et la rentabilité, doit-elle être maintenue sous quelque forme que ce soit à partir de la saison 22-23 ? Oui, non ou bien indécis ? Alors, il faut enlever le terme de rentabilité parce que Zurich n'est pas rentable. C'est un des plus grands champions depuis le début du siècle. Il gagne quand même régulièrement le titre. Et puis, c'est une équipe qui est tout sauf rentable. Donc, ils vous mentent. Il n'y a pas de rentabilité dans le hockey. Hein. Pour moi, la question était trop compliquée, donc je passe. D'ailleurs, c'est vrai, c'était quoi la... Est-ce qu'il faut continuer avec la promotion-relégation ou pas, en gros ? Oui. Oui ? Oui, ça fait partie du code génétique du sport européen et je pense qu'il faut aussi garder des spécificités par rapport... Il faut s'inspirer de ce qui se passe en Amérique du Nord, notamment question développement du business et puis question développement du jeu, mais il faut aussi garder nos spécificités culturelles. Et puis je pense que la relégation, c'est quelque chose qui est assez ancré, cette lutte pour... même si le HCBN, il y a eu des moments difficiles dans la lutte contre la relégation, mais c'était des périodes émotionnellement très intenses. Et continue sur ce thème en nous tutoyant toujours. À ton avis, la qualification pour la Ligue telle que nous la connaissons avec une série opposant le champion de Swiss League à l'équipe classée dernière de National League est-elle équitable ? Ça, c'est la question. Oui, non ou bien indécis ? Ben, elle a jamais été équitable quelque part, puisque... ouais. Déjà, on a toujours donné l'avantage de la glace, sauf erreur, à l'équipe qui était en haut. Donc, à partir de là, c'est déjà pas équitable. Et pour d'autres raisons qui seraient trop longues à expliquer À part ça, la question, c'est n'importe quoi quand vous posez ces questions. Ils veulent simplement qu'on réponde non. Là, on veut qu'on réponde non. C'est une question sur le barrage promotion-relégation. C'est orienté, est-ce qu'elle est équitable ? Non, parce qu'il y a une équipe qui a joué toute la saison avec 2 étrangers, elle en ramasse 2 en vitesse pour en avoir 4, elle a eu le rythme de National League, de Swiss League, etc. Est-ce que c'est équitable ? Ben non, c'est pas équitable. Mais ça veut pas dire que parce que tu penses que c'est pas équitable, que tu es contre le barrage contre la promotion-relégation. Donc c'est de la... On a eu un débat avec Cyril, est-ce que c'est de la communication de crise ou est-ce que c'est de la manipulation ? Parce que c'est des termes des termes précis dans les sciences de la communication. Moi, j'en suis convaincu que ce sondage, c'est de la manipulation, c'est pas de la communication de crise. Et typiquement, cette question, c'est de la manipulation. Oui, mais ce sondage est quand même né d'une situation de crise où ils ont remarqué qu'ils ont tout fait faux, qu'ils ont complètement foiré leur truc depuis le début et surtout où ils n'arrivaient pas à expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et c'est pour ça que ce sondage est né, c'était surtout pour avoir les avis de plein de gens, de tous ceux qui gravitent autour du hockey, pour à la fin pouvoir bien expliquer pourquoi on a pris telle et telle décision. En fait, c'est ça, quoi. Communication de crise, ça veut dire que tu prends vraiment l'avis des gens. Là, j'ai pas l'impression qu'on cherche j'entends qu'une question comme ça, tu cherches pas à prendre l'avis des gens, tu essaies d'orienter la réponse. La communication, de toute façon, est un peu fourbe. Ah ouais. Oui, c'est vrai que toi, t'es dans l'arc lémanique, il y a des mœurs et des coutumes un peu différentes. On va continuer rapidement les prochaines questions. Il y a marqué, il est prévu qu'une équipe ne puisse être reléguée suite à une unique saison ratée, et ce, afin de permettre un développement sur le long terme et l'intégration de davantage de jeunes joueurs. Penses-tu qu'en minimisant les risques de relégation, un nombre plus important de jeunes joueurs seront alignés ? Oui, non, indécis. Mais c'est, de nouveau, c'est ces questions orientées qui veulent rien dire, quoi. Bon, next question. Ouais, alors déjà, le Liga qualification, il faut qu'ils aient la qualification de la Ligue, il faut arrêter avec ce terme, quoi. Mais il y aurait plus de jeunes s'il n'y avait pas de qualification. Ouais, attends, c'est pas, franchement, c'est pas. Non, en fait, pas forcément, parce qu'on le voit cette année. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui jouent alors qu'il n'y a pas de relégation, c'est une année, il n'y a même pas de public, il connaît. Si voilà, vous avez besoin de, vous avez un rendez-vous demain matin à Chaux-de-Fonds, vous appelez Gilles Colère, lui, il vous trouve le meilleur chemin à la meilleure heure. Hein. Donc, il faut. Non, mais alors disons non, voilà. Quoi. Une question un peu plus intéressante, peut-être un peu moins orientée. Est-ce que vous approuvez les pré-playoffs ? Oui ou non ?
Bah, je pense que ça peut être intéressant. Faut voir, hein. Alors, ils l'ont fait en NHL la saison passée. Ouais. Et ça a donné deux, trois trucs sympas. Hein. Ça peut être chouette. Après, sur 3 matchs, je trouve que c'est un peu sec, quoi. Parce que je trouve 3 matchs, c'est pas assez. Ça devrait être 5 matchs, mais bon, voilà. Justement, on avait une question aussi qui nous arrivait dans nos messages sur la page Facebook. Question de Kevin Salvisberg qui demande justement avec ses pré-playoffs. Je vais la citer telle quelle. Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez de cette formule? Alors oui, actuellement, ça offre un deuxième suspense à la Ligue, mais pour faire simple, est-ce qu'au final, c'est pas un peu dégueulasse pour l'équipe qui termine 7e et qui doit affronter la 10e qui est à 30 points peut-être d'elle, qui s'en fout de sa saison et qui a quand même des chances d'être en play-off? Ouais, alors faut pas oublier que c'est une mesure qui a été prise dans une saison exceptionnelle, quoi. C'était un petit peu pour que... Au début, il y avait beaucoup d'incertitudes. C'était pour éviter que des équipes... pour garder le plus d'intérêt possible dans un championnat pour lequel on savait pas vraiment on savait même pas s'il allait se terminer ou pas. Donc, moi, je pense que oui, c'est pas juste si le 7e a 38 points d'avance sur ça donne quoi, le 10e, là, qui doit jouer. Donc, mais bon, voilà, je trouve que ça ajoute un peu de piment, ça peut être sympa. Pourquoi pas essayer une fois, si ça fonctionne bien, pourquoi pas le faire à l'avenir. Kevin Salvisberg est défenseur Rocher Tramelan, hein, il faut le rappeler. Moi, je suis assez d'accord avec Cyril, moi je suis assez pour, mais il faudrait, dans une saison normale où c'est que tu prévois du temps, puis tu prévois même si c'est une série serrée avec des matchs tous les 2 jours, minimum meilleur des 5 matchs. 3 matchs, c'est trop raide, quoi. Il suffit d'un match, il y a en play-off, même les équipes championnes qui terminent en soulevant la coupe, il y a toujours des matchs où ça fonctionne pas. En 3 matchs, c'est raide, c'est un peu raide. Bah, tu prends l'exemple, imagine bien, alors au hasard, Bienne reçoit Ambry, par exemple. Tu perds le premier match à la maison, tu dois aller jouer à Ambry le deuxième. Et la veille, le Conseil fédéral a accepté que tout le monde peut revenir à la Valachia, qu'à la Valachia. Donc, en 2 matchs, ta saison est terminée. Voilà. On va enchaîner, je pense, rapidement sur cette deuxième partie de questions. Il demande quel jour de la semaine vous voulez voir du hockey. Puis je ne vais pas vous citer les... Mardi, ouais, voilà. alors, Je ne vais pas vous les citer. Vous avez des jours de préférence? Et actuellement, le mardi, vendredi, samedi, ça vous va? Alors moi, j'aime pas du tout le samedi. Moi non plus. J'aime bien vendredi, dimanche, ça me va bien. Moi, je serais mardi, vendredi, dimanche, assez aussi, ouais. Le mardi, je sais pas, mais en tout cas, tout sauf le samedi, quoi. Et surtout éviter vendredi, samedi, parce que les matchs du samedi, c'est là, généralement, c'est de moins bonne qualité, c'est là qu'il y a des blessures. Donc, c'est en DEL, ils avaient commencé avant la Suisse à jouer vendredi, samedi, ils sont vite venus au vendredi, dimanche. Moi, le dimanche après-midi, c'est sympa, je trouve. Ouais. Et puis le samedi, c'est vrai que les matchs du samedi, ils ont perdu leur sel depuis qu'on a mis des matchs de vendredi. C'est trop serré, c'est trop... Moi, mardi, vendredi, dimanche. Ok, du coup, on a parlé de ça et maintenant on va parler des questions en cours de match. De nouveau assez rapidement, on est bientôt à la fin. Est-ce que tu juges opportun? Alors moi, je dirais non. Que les tiers sont passés les pauses de 15 à 18 minutes. Bah, ça fait 10 minutes de perdu à la fin quand tu dois écrire ton papier. Justement. Et on est journaliste, hein, t'as dit que... Pour moi, c'est un peu long, 20 minutes de jeu si on veut pour 18 minutes de pause. C'était mieux 15, mais ça c'est que mon avis, le vôtre. Ouais, c'était pourquoi ça a été fait là. C'était pour qu'on pour ait plus de temps pour aller acheter des saucisses de et des consommation, bières, etc. Voilà. Alors le truc qu'il y a, c'est qu'on a de plus en plus de patinoires ultra modernes avec beaucoup de sources d'approvisionnement en liquide et en victuailles. Donc je pense que 3 minutes en moins, ça sera pas la mort. Donc, Mais c'est vrai que cette 15. saison, ils auraient pu réduire les pauses. Ouais, je me suis fait la réflexion récemment, quoi. De ces matchs où il y avait de la vidéo, etc. Quand ça traîne en longueur, c'est vrai que... Ouais. Alors, puis on est là pour voir du hockey, on n'est pas là pour C'est manger ça. des saucisses ou bien. Totalement. Alors, on préférerait revenir à des pauses de 15 minutes, c'est validé. Et ensuite, lors des tournois internationaux, il est des... Ah, tu vas adorer cette question, Laurent. Il y a une rumeur là-dedans? Non, absolument pas. Je vais te le citer comme tu le citais lors des matchs de Champions League. Lors des tournois internationaux, il y a
Power Break. Ah, le Power Break. T'aimerais des Power Break dans le championnat suisse? C'est quoi la question C'est la- suivante? Non, mais attends. Ah, attends. ça, c'est insupportable. c'est C'est quoi insupportable. Il n'y a rien de pire que Tu ça. peux quoi. répondre oui ou bien... C'est beaucoup plus minutieux. Quel est ton avis à propos des Power Break? Et tu dois juger de 0 à 10. 10, t'apprécies beaucoup, 0, t'aimes pas. Ah, c'est pas oui ou non. Non, de 0 à 10, les Power Break. Non, ben, C'est- t'aimes ou t'aimes alors moi pas, je suis à quoi. 0 alors. Hein. Ah. Moi, je suis à Laurent, un, on a y a souvent pas- vu des matchs au championnat Oh, du non, monde. non, C'est- mais c'est c'est- c'est une affection c'est ce truc. Quoi. Ça permet Par en contre- NHL, ça permet à des joueurs à la Yosi comme ça de. C'est ce que Ah, veux tu dire, peux jouer à c'est- 4 défenseurs. Hein. Ils jouent à- Ouais. généralement, ils sont 6 défenseurs en NHL, puis même le troisième bloc, tranquille, hein, ils font le 8 minutes, mais ça permet à des joueurs en NHL d'avoir des Eric Carlson, des Yosi, des joueurs comme ça, d'avoir 26-27 minutes de jeu tranquille. Quand il y a des power break, c'est quoi, généralement il y en a 2, hein, c'est quoi, c'est une minute, 30 secondes, une Ouais. minute, voilà quoi. Ça hein. doit être une minute, je pense. Une quand minute. même. Ouais, ils disent interruption de 70 à 90 secondes après 5, 10 et 15 minutes de jeu. Oh là là, 5, non. 10, voilà. 90 secondes. Ah, c'est Ouais. long. Hein. C'est long. Et la question suivante, c'est... Non, mais ils ont même pas ils ont pas eu le cran de mettre oui ou non. Non, mais c'est fou, ils ont pas eu le cran de mettre oui ou non. Faut mettre une échelle. Non, mais c'est c'est de la manipulation, ce sondage. hein. En sachant qu'il y en a 3 lors des championnats du monde de l'IHF et en NHL, vous en voulez combien? 1, 2 ou 3? C'est la question suivante. On peut pas en demander plus. Non, alors en fait, donc la question là, il te demande pas si tu peux pas répondre que t'en veux pas là. Ben, j'ai mis 0, que je déteste Ouais. ça, mais il me demande quand même si j'en veux 1, 2 ou 3. Non, mais c'est fantastique ce sondage, c'est fantastique quoi alors. Hein. Ben, je mets Ah. 4 alors, j'en veux 4. Ouais, vas-y, Y a vas-y. pas. Culture des fans, allez, on passe tout de suite. Est-ce que vous voulez toujours garder des places debout? Ou bien non, il faut que des places assises. Non, elle est vraiment. Après, c'est quoi la réponse? Il y a que ça. Quoi. Alors, je vous la lis telle quelle. Les places debout et les supporters visiteurs sont un élément important de la culture des fans dans le hockey sur glace suisse. À ton avis, c'est mes amis, Ouais, à mais ta ton place avis, debout, il te tutoie, c'est normal. devrait-il quoi. y avoir des places debout et des supporters visiteurs dans les stades de National League à l'avenir? Puis tu dois dire oui pour place debout, oui pour supporters visiteurs, ou bien oui, non, non, oui, non, non. Ça, c'est pour après mieux pouvoir t'expliquer pourquoi Pourquoi, là finalement ces sièges, Parce on que n'a pas le ces siège sièges qu'on que- avait mis aux places debout, on n'a pas réussi à les Enfin, des rendre. places debout, 25 francs. Quand c'est le siège, on prend 55 francs. Alors, on préfère avoir moins le fan qui fait le bruit, mais puis en plus qui lance le pierre, et puis plus le fan qui paye. Donc, non, ouais, voilà. Alors, on met quoi? On le remet mais avec des places assises. Que des places assises. On met que des places assises. Vous aimez bien les secteurs visiteurs ou bien non? Ah oui, non, mais il faut des secteurs visiteurs. Ah, alors oui, Non, alors, non, pour être sérieux, Sérieusement. Oui, c'est faut- important quand même. Ça Bah fait aussi oui, partie de bah la oui. culture en Suisse. Et puis, si t'enlèves ça, franchement. Un match un mardi à Bienne, il y a tous les Tessinois qui sont à l'université dans le à Berle, à Neuchâtel ou comme ça, qui viennent au match. Tous les gens du coin qui aiment le Tessin. Bah, à Bienne, tout le monde aime venir, hein. Et puis ils viennent tous. Oui, ils à ouais, Bienne, ouais, parce ouais. que c'est déjà le plus grand secteur visiteur. Et puis, Tu vois on bien. t'emmerde pas trop à l'entrée non plus. Tu vois bien, t'as ouais. une grande buvette pour toi. Ouais, c'est vrai que ça apprécie à Bienne. Sérieusement, oui aux visiteurs et oui aux places debout en Suisse. Ouais, bien sûr. Ah ouais. oui. Évidemment. Et après, il demande, est-ce que vous êtes pour, on va passer rapidement, je pense, sur cette question, un modèle tarifaire unique, par exemple, toutes les places visiteurs de Suisse à 25 francs. C'est l'exemple qu'ils disent, que ce soit partout le même prix, ce serait juste. Ah bah tiens, pour eux, ah bah voilà, ça c'est une question intelligente. La première. Alors non, parce que tous les secteurs visiteurs se valent pas et de loin. Hein. Il y en a, c'est plus des Des cages à lapins. des cages Mais à la lapin. cage à quoi. lapin, elle est peut-être C'est plus même chère c'est à que- la limite scandaleux de mettre des gens là-dedans. Elle Quoi. est peut-être plus chère, la cage à lapin, qu'à Bienne, où c'est que t'es bien installé. Hein. Ouais, non, ouais. C'est pour Alors, ça que mettre le prix unique, moi, je serais assez pour. Hein. Place non, place non, debout, alors donc, hein. non, moi je suis pas pour un prix unique. Alors donc si tu vas à, attends que je réfléchisse bien, t'as Fribourg, À c'est Ambry, tout dans un petit, petit coin, Lausanne, ouais. je sais même pas s'il y a Ouais. des places visiteurs. Ambry, tu dois rien voir, je Ouais. pense. Mais peut-être qu'Ambry, c'est plus cher qu'à Bienne. Hein. Je sais pas les prix, je connais pas. Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est possible. Ouais. Ouais. Alors c'est pour ça, tu peux mettre Ah tu ouais, mets un d'accord, standard, ouais, tu ok, mets un ouais. standard, c'est Pour 25 pas balles. que- ouais. Puis c'est pour amener un petit peu de
Ouais, je sais pas, du répondant, c'est bien, quoi. Surtout que maintenant, les nouveaux stades sont vraiment fabriqués pour que les copes se croisent pas, donc... Ouais, ils sont surtout fabriqués pour qu'il y ait plus trop de place pour les visiteurs, copes, quoi. ouais, mais ils se croisent pas, justement. Et sauf erreur, la dernière catégorie sur la réforme relative au contingent de joueurs étrangers. Ah, le cœur du problème vient à la fin, quand t'es bien fatigué. Et que t'as plus envie de lire le texte. Très long paragraphe à lire, justement. La réforme de la Ligue prévoit de distinguer uniquement entre joueurs suisses, donc titulaires d'un passeport suisse, et joueurs étrangers. Le statut spécial comme suisse, donc les joueurs non titulaires d'un passeport suisse ayant obtenu leur première licence en Suisse. Bref, vous connaissez le principe. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure, donc supprimer ces comme suisses? Oui, non ou indécis? Non, Cyril, écoute, là, je sens, faut que toi, c'est alors, envie de t'exprimer. les comme suisses, non, je pense que ceux qui sont déjà là, tu peux pas leur enlever ça comme c'était prévu quasiment du jour au lendemain. Donc après que tu dises d'ici 2028 on veut plus de comme Suisse ou des statuts comme ça, oui, ça je pourrais le comprendre, mais tu sais que c'est quand même un long processus à mettre en place. Mais ce qui est vraiment pas correct, c'est l'idée de départ de dire en 2020, c'était quoi, 2022 tous ceux qui ont leur licence suisse, elle n'existe plus, quoi. Et ça pour moi c'est même assez fou qu'ils aient pensé à faire ça. Ouais, non, mais non, alors ce qui est assez fou, c'est qu'il y a personne il y a aucun des 12 CEO ou managers qui a dit ouais, mais je crois qu'on peut quand même pas faire ça, quoi. Tu vois, ils sont même pas arrivés à cette réflexion-là, quoi. Alors, ce qu'on pourrait faire, si vraiment on veut supprimer ces doubles licences, alors on n'est pas dans le football avec des... Il y a eu beaucoup de discussions dans les réseaux sociaux, les secondes doses, etc. C'est pas la même chose. C'est souvent des joueurs, des Tchèques, des Lettons, etc., qui viennent en Suisse pour profiter des infrastructures de formation de hockey et professionnels en Suisse, c'est un investissement pour généralement des gens qui n'ont pas spécialement de moyens, hein, c'est les parents, ils investissent sur leurs enfants, là. Mais si ça marche pas le hockey, ils ont une formation, etc. Il y a tout un package là derrière. Donc moi, si on veut arrêter ça, il faut se donner cette année, se dire, à partir de l'année prochaine, on n'accepte plus les joueurs étrangers qui viennent, ils peuvent venir en junior, il n'y a pas de problème, mais la licence suisse, ça n'existe plus pour eux. Mais que ceux qui sont déjà dans le système maintenant, donc c'est, je crois, à partir des moins de 15 ans, ou bien les novices, je ne sais plus exactement, c'est à partir de 15 ans. Donc, on supprime la notion de cette possibilité d'avoir la licence suisse à partir de cette saison, que ça n'existe plus, puis fini. Puis tous ceux qui sont déjà dans le système, ils peuvent en bénéficier jusqu'à la fin de leur carrière. Et puis voilà, c'est une phase de transition qui durera une dizaine d'années. Et puis, de toute façon, des joueurs étrangers à licence suisse qui ont vraiment un impact en National League, il y en a, on a fait le compte récemment avec Cyril, il y en a 5 ou 6, pas plus. Hein. C'est pas Florian Douet et puis Elliot Berton qui vont changer la face d'un championnat. Donc, avec tout le respect que j'ai pour eux, hein, c'est des joueurs de soutien. Donc, non, mais par contre, si tu prends par exemple l'exemple de Joris à Lausanne, je trouve que c'est pas un joueur qui devrait avoir une licence suisse juste parce que son père a fait quelques saisons ici. Puis non, mais là, c'est un autre règlement. C'est parce qu'il a eu sa première licence en Suisse. Oui. Ce règlement n'existe plus. Ouais, il n'existe plus depuis 2011. D'accord, mais lui, il l'a quand même encore, tu vois. Oui, alors, et ça, il y a quand même eu... Ça, c'était quand même un petit peu... C'était supprimé, ce règlement, quand il y a eu le fils heureusement, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont profité. Boris Mikhailov, qui est venu en Suisse à 28-29 ans. Je crois que c'était à Martigny-à-Viège, à l'époque en Valais, il y a une dizaine d'années, et qu'il a demandé la licence suisse en disant qu'il a eu la licence suisse la première fois quand son père entraînait à Rapperswil au début des années 90. Et comme c'était le changement de régime politique entre l'URSS, la CEI, la Communauté des États indépendants à l'époque, et la Russie, il y a eu beaucoup de dossiers sportifs qui ont été perdus. Donc la fédération suisse n'a pas pu aller à l'encontre pour dire « mais tu as déjà eu une licence en Russie », parce qu'il le tutoyait aussi. Et à partir de là, ils ont supprimé de cas comme ça, quoi. Tu alors vois, là, alors c'est les derniers cas maintenant, les Calle Anderson. Ouais, mais Anderson, la même chose, quoi. Oui, c'est les derniers. C'est les derniers. Ça, c'est la licence obtenue, la licence suisse obtenue pas statut pour ton premier passeport de hockeyeur
En Suisse, ça n'existe plus depuis 8-9 ans maintenant. Donc ça, c'est ceux qui sont encore là, qui bénéficient de ça, c'est les restes, on va dire. Donc pourquoi on n'a pas fait ça avec la double licence? On peut aussi se dire, on arrête maintenant, et puis ceux qui l'ont déjà, puis qui sont dans le système, ils en profitent, et puis après, fini, quoi. On dépasse l'heure. Dans ce podcast, on va aller assez vite sur les questions qui nous restent dans ce sondage. Parce qu'on a le quiz, ou bien? Il y a le quiz, il y a le très très rapide quiz. Mais là, la question, je la lis à ma façon, ils disent, peu importe tout ce que tu nous as dit précédemment, de toute façon, il y aura plus que 12 équipes en National League, il y a un nouvel accord avec la NHL, et il y aura la suppression du statut comme Suisse, même si tu as dit que tu voulais pas cette suppression. Il est prévu d'augmenter aussi le nombre de joueurs étrangers à moyen terme. Cette augmentation qu'on t'impose, mais est-ce que tu la comprends? En gros, c'est ça. Oui ou non? Est-ce que tu comprends cette augmentation du nombre de joueurs étrangers, vu qu'il n'y aura plus les comme suisses? Non, donc la question, c'est est-ce que tu comprends? Comprends-tu cette augmentation des joueurs étrangers, étant donné qu'il n'y aura plus... Donc on ne te demande pas ton avis. On te dit oui, non, est-ce que tu comprends? Est-ce que ça te semble compréhensible? Alors je vais les aider, je vais dire non, je comprends pas, comme ça ils pourront mieux m'expliquer après. Lu, c'est toi qui l'as inventé, là, rassure-moi. Là, non, mais parce que, tu sais, j'en suis à un point, je réfléchissais, je me suis dit, mais ils sont encore possibles de faire un truc comme ça, quoi. Je te la lis mot pour mot, dans le contexte d'un élargissement de la Ligue à plus de 12 équipes, du nouvel accord avec la NHL et de la suppression du statut comme Suisse, il est prévu d'augmenter le nombre de joueurs étrangers à moyen terme. Cette augmentation te paraît-elle compréhensible vu dans le contexte global? Tu peux pas faire des sondages pareils, il faut arrêter, quoi. Non, mais alors excusez-moi, là, je sais, il est tard, on finit, on est en train d'enregistrer dans la nuit, etc. Non, mais ils se foutent vraiment de la gueule du monde, là. Hein. Non, mais avec des questions pareilles, ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Cyril, mais exprime-toi, il n'y a que moi qui vais ramasser après. Non, mais écoute, je suis aussi sans voix, je pense que c'est le moment de passer au quiz. On peut leur envoyer notre quiz pour qu'ils aussi leur dire que leur avis compte. Et puis qu'ils fassent le quiz, que le hockey c'est du bonheur et de la passion aussi. Non, mais franchement, ils sont en train de te dire qu'ils vont augmenter le nombre d'étrangers, et puis ils te disent, mais tu as compris, hein? Alors on passe au quiz. Et après un sondage what the fuck, on va passer au quiz n'importe quoi. Aussi, c'est vraiment le quiz dont on s'en fout cette semaine. On s'en fout complètement des réponses à mes questions. On se tutoie alors on va se tutoyer, je vous propose. Et c'est des réponses, c'est vraiment des anecdotes qu'à la limite tu racontes en fin de soirée, si c'était une soirée arrosée. Vraiment, c'est des questions inintéressantes. Non, je le dénigre un peu trop, mais je suis allé chercher des toutes petites anecdotes juste pour rigoler. 3 petites questions en fin de podcast que je m'imaginais qui seraient très longs. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, courage. Encore 3 questions, c'est sûr, Froidevaux et Pouliot. Vu que les rumeurs concernaient Froidevaux et Pouliot dans ce podcast, il y a 2 questions Froidevaux, 1 Pouliot. C'est des questions imbéciles. Ouais, mais attends, c'est avantage Cyril. Eh oui, avec 2 questions Froidevaux. Étienne Froidevaux, sans doute le highlight de sa carrière, c'était, vous savez, son titre de champion de Suisse des juniors élites en 2008-2009 avec le CP Berne. Cette saison-là, il avait disputé que 3 matchs, c'était 3 matchs de play-off, donc il a participé au titre quand même. 3 matchs de play-off, c'est exactement ce qu'avait aussi disputé cette saison-là Roman Josi, pas mal. Il y avait aussi Tristan Chervet dans cette équipe, championne de Suisse donc. Et dans cette équipe Schweizer Meister, il y avait aussi un actuel biennois, c'est qui? Kreis. Non, c'est faux, Cyril. Oh, attends. J'ai pensé à ça en premier. Tu parles d'équipe de Junior Elite ou l'équipe de Junior Elite, ouais. Ah oui. Ils ont fait champion. Junior Elite, je comprenais pas. Eh oui. Qui ça t'a dit? Attends. Laisse-moi savourer le moment. Le capitaine, Kevin Fay. Yeah. Bien joué. Je m'incline. Donc, vous pourrez dire en fin de soirée, quand vous serez bien bourré et que Froidevaux aura signé à Bienne, tu sais qu'il connaît le capitaine, ils ont joué ensemble en Junior Elite, ils ont été champions de Suisse. Ça claque. Martin Steinegger a joué avec Froidevaux, c'était sa première saison complète au SCB, avant que c'est la saison... Martin Steinegger avait signé à Bienne, il pensait venir jouer en Ligue B, puis il joue en Ligue A, finalement. Donc ils se sont croisés avec Étienne Froidevaux. C'est toujours bien d'avoir le directeur sportif qui connaît le joueur.
Ça aide et je vérifie vite. En quelle année était Kreis en junior elite du côté de Berne? Il était un peu plus tard. En 2008-2009, il était encore chez les U15 et U17. Il faisait les deux. Donc il n'était pas dans cette équipe championne de Suisse. Froidevaux qui est ensuite passé directement chez les grands. Il a été en 2009-2010 de nouveau champion de Suisse, mais cette fois-ci en Ligue nationale A. Il avait 21 ans. Pourtant, il avait joué la majorité des matchs. Puis on le sait, après Berne, maintenant il joue à Lausanne. Entre les deux, il a joué pour une équipe, laquelle? Langnau. Bien joué. C'était la rapidité qui faisait la différence. Langnau, combien de saisons à Langnau? C'est la troisième question. Non, ça compte pas. C'est qu'une seule saison à Langnau. Parce qu'il devait, à mon avis, je crois qu'il devait rester à Langnau. Puis comme Langnau était tombé, puis que Lausanne est montée, il avait signé à Lausanne. Parce que souvent, quand il y a les deux équipes se croisent, il y a les bons joueurs de l'équipe qui tombent, signent dans l'équipe qui monte. Si vous écoutez ce podcast, en tout cas, vous êtes incollable sur Étienne Froidevaux. Vous le connaissez mieux que lui-même, je pense. On a parlé de lui longtemps. Et on va terminer avec encore plus un détail du détail du détail. Une question sur Marc-Antoine Pouliot. C'est sa canne qu'il avait oublié. Tiré par les cheveux. Ah, c'est les patins. C'est les patins. Et c'était à Zoug, sauf erreur. Bref, Pouliot, il était capitaine. On reparle des années juniors à Rimouski en Ligue de hockey junior majeur du Québec. On connaît tous l'histoire. Son assistant, c'était Sidney Crosby en 2004-2005. Ça a été raconté plusieurs fois dans les médias. Par contre, attention, il y a un autre joueur de l'actuelle équipe du HC Bienne qui a joué à Rimouski. C'est qui? Luca Kunti. Non. Bien joué. Ah Ah là là là. Alors, Cyril, cette victoire, je la savoure particulièrement. Savoure-la, mais c'est un peu comme les pré-playoffs, quoi. Un best of 3 pour moi, ça veut rien dire du tout. Là, je suis désolé, quoi. Tu peux gagner un best of 3 sur de la chance, floué quoi. La semaine passée. Bah non. Je t'ai sorti floué au dernier épisode. Victoire, bien joué. Luca Kunti qui a joué en 2008-2009 à Rimouski. Laurent, on voulait encore dire que tu prépares quelque chose sur le HC Bienne pour cette fin de semaine? Ouais, pour samedi, avant le match contre Genève en soirée, parce que ça sera le 13 mars, et c'était le premier jour de la vie d'après, il y a pile une année, de Jonas Hiller et de Mathieu de Chantré, parce que le 12 mars... c'est le matin, la National League, quand ils avaient encore toute leur tête et qu'ils n'avaient pas fait de sondage pour décider, ils avaient annoncé la suppression des playoffs. Il y avait eu un dernier entraînement et le lendemain, c'était le début de leur nouvelle vie. Puis l'un des jours, j'ai discuté avec les deux. Puis on va parler de ce qu'ils ont fait depuis une année. Hein. Ils n'ont pas pris trop de ventre, hein, je vous promets. Je crois que Jonas Hiller, il est dans un syndicat, je crois. Hein. Ouais, syndicat des cheminots joueurs, je sais pas. À lire donc samedi dans le journal du Jura. Je crois qu'on a battu le record de l'épisode le plus long. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires, à nous noter aussi. Alors on s'autocongratule, Cyril. Bravo. Bravo. Vous pouvez nous noter avec des petites étoiles et les commentaires aussi pour argumenter votre choix sur Apple Podcast, sur Spotify. On est sur toutes les plateformes et aussi sur YouTube normalement dans quelques jours. Quelque chose à ajouter, Laurent? Aimez-nous. Surtout, il y a du like, ils ont plein de doigts là. Il faut presser. Aimez-nous comme ça dès qu'on publie un truc. Abonnez-vous. Vous savez. À dans 2 semaines. Bye bye. Ciao tout le monde, merci. Ciao, à bientôt. C'était la Stammtisch, proposée par le journal du Jura.